Il est 19h30 à Cotonou et 19h30 partout au Bénin. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette grande messe de l'actualité. À la une, Boris Zanou a obtenu son doctorat en signal et images sciences de l'ingénieur ce mercredi à l'école doctorale des sciences de l'ingénieur de l'université d'Abomey-Calavi. Ses recherches ont porté sur la contribution au renforcement de l'authentification biométrique, modèle révocable sécurisé appliqué aux empreintes digitales. Les réseaux sociaux sont devenus des outils incontournables pour les apprenants, facilitant les échanges et l'accès à des ressources variées. Cependant, leur utilisation peut également engendrer des dérives linguistiques avec un recours fréquent à un langage informel et à des abréviations. Quel est l'impact des réseaux sociaux sur le niveau de langue des apprenants? La réponse dans ce journal. À la page inter, le Ghana tourne une page stratégique de son histoire horrifère à compter du 1er mai. Seuls les acteurs nationaux pourront acheter et exporter l'or issu de l'exploitation artisanale. Les détails dans un instant. Bonsoir, merci de nous recevoir chez vous. Boris Zanou est officiellement hissé au grade de docteur de l'école doctorale des sciences de l'ingénieur de l'université d'Abomey-Calavi ce mercredi 16 avril 2025. À travers sa thèse ayant pour thème « Contribution au renforcement de l'authentification biométrique, modèle révocable sécurisé appliqué aux empreintes digitales », suivons quelques propos. La solution que nous apportons est un renforcement de l'authentification biométrique. En fait, à partir de l'empreinte digitale d'un individu, combiné avec un mode de génération de clés, l'on génère une signature unique qui permet d'identifier de façon unique l'individu. L'autre innovation majeure, c'est le concept de révocabilité par rapport aux empreintes digitales. Parce que les empreintes digitales, au départ, n'offrent pas le caractère de révocabilité. Qu'est-ce que nous appelons révocabilité? C'est la possibilité de supprimer l'ancienne signature si elle est compromise et de générer une nouvelle. Les empreintes digitales, elles seules ne permettent pas cet état des choses. Et donc, la solution que nous proposons permet de générer une signature qui est modifiable à tout moment si la clé est compromise ou la clé a été volée par un malveillant. Et donc, cette solution renforce l'authentification biométrique et permet de savoir que c'est réellement l'individu qui est en train de s'authentifier qui s'authentifie. Donc, il est difficile d'usurper l'identité en utilisant notre modèle. La question de la sécurité est une problématique de veille permanente. Lorsque, par exemple, on met en place un système d'authentification biométrique basé sur les empreintes digitales, vous n'êtes pas sans savoir qu'un usurpateur peut voler votre empreinte digitale et se faire passer pour vous. Alors, la thèse de doctorat du candidat a mis au point un modèle révocable qui peut nous permettre, en cas de difficulté ou de vol d'identité, de régénérer une autre signature biométrique pour pouvoir remplacer la signature compromise. Nous avons beaucoup de perspectives. L'une des perspectives porte sur l'intelligence artificielle. Nous allons travailler à mettre en place des modèles d'IA pour sécuriser davantage notre système ou le modèle que nous avons proposé, qui est un modèle révocable d'empreinte digitale. Autre volet de l'actualité, les réseaux sociaux jouent un rôle majeur, offrant aux apprenants des opportunités d'échange enrichissants et de pratiques quotidiennes. Néanmoins, cette immersion peut également mener à une simplification du langage avec l'utilisation d'abréviations et de styles informels. Quel est l'impact des réseaux sociaux sur le niveau de langue des apprenants? La réponse dans cet élément. À la faveur de l'évolution des technologies de l'information, les réseaux sociaux sont devenus la chose la plus courante et beaucoup de jeunes ne se font pas prier pour aller sur les réseaux sociaux, télécharger et passer, suivre donc, n'est-ce pas, des spots qui passent tous azimuts. Mais le problème est que ceux qui mettent certaines informations ou qui font des spots
ou bien qui relaient les informations ne sont pas toujours des personnes qui ont eux-mêmes d'abord une maîtrise suffisante de la langue. Et ce ne sont pas toujours des personnes qui savent proprement parler en tenant compte, donc, n'est-ce pas, de la moralité du discours, de l'éthique que doit comporter le message. Ils libèrent seulement selon leur inspiration et selon leur capacité langagière. Mais le jeune qui est encore à l'école et qui suit, n'est-ce pas, et qui télécharge, ça l'amuse. Première chose, il va croire que tout ce que l'autre dit se dit de cette manière-là. Si lui-même n'a pas la culture qu'il faut, il va croire que c'est de cette façon qu'on le dit. Or, sur les réseaux sociaux, celui qui parle peut être proprement en train, donc, n'est-ce pas, de parler un charabia déroutant, mais ça lui permet juste de passer son information. Mais le jeune va croire qu'on peut dire ça de cette manière-là. Première chose, il va prendre, donc, n'est-ce pas, dans son système langagier, il va prendre, donc, n'est-ce pas, des expressions, des mots qui, en fait, n'ont pas de sens ou ne s'emploient pas comme cela. Deuxième chose, il va croire que la manière même dont on communique, qu'il peut imiter et dire la même chose, il va commencer parfois par écorcher, même, n'est-ce pas, des grandes personnes dans son langage, s'il n'a pas la maturité requise pour faire la part des choses. Ils vont parfois s'amuser, ils jouent sur ces informations qui passent sur les réseaux sociaux. On ne peut pas les en empêcher, mais normalement, il doit y avoir une réglementation. Vous savez, il y a, par exemple, dans certains pays, une réglementation telle que les enfants, lorsqu'ils veulent aller, donc, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux, le système même leur demande leur âge. Et en fonction de leur âge, les sites sur lesquels ils peuvent aller sont définis. Si c'est pour aller faire des recherches, si c'est pour des informations d'ordre scolaire ou pour sa culture, ça s'ouvre à lui. Mais si c'est pour aller voir tout ce qui se raconte ou des scènes impossibles, ça ne s'ouvre pas. La langue est un outil de communication par excellence. Et lorsque nous nous mettons dans la rue, la langue permet de communiquer et on n'y met pas les soins et toutes les mesures que l'on met dans un cadre scolaire, dans un cadre académique. Or, sur les jeunes, nous parlons donc, n'est-ce pas, des enfants en âge scolarisable et qui ont besoin d'apprendre à mieux communiquer, à bien parler et qui ont besoin de connaître les mots justes. Est-ce que vous voyez? Alors, à ce niveau, il faudrait effectivement que dans leur évolution, ils sachent que tout ne se dit pas. Et s'il ne comprend pas, il va donc tout se permettre par les livres qu'ils doivent, n'est-ce pas, s'instruire, s'informer et améliorer leur capacité langagière. Deuxième chose, il faudrait que même lorsqu'ils vont sur les réseaux sociaux, qu'ils sachent, n'est-ce pas, quoi voir, quoi sélectionner, quoi jouer, quoi enregistrer. Parce que tout n'est pas bon. Tout n'est pas bon. Il faut sélectionner et ne pas, donc, n'est-ce pas, s'habituer à recopier ce qui est mauvais, de peur que cela prenne le dessus. Donc, il faut qu'ils reprennent, donc, n'est-ce pas, le goût de la lecture. Il faut qu'ils suivent des émissions, des débats sur lesquels les personnes qui interviennent pourront soigner un peu, donc, n'est-ce pas, leur niveau de communication, leur langage et soigner la manière dont ils parlent la langue. Dans le reste de l'actualité, c'est désormais officiel. Le président togolais Faure Gnassingbé a été désigné médiateur de l'Union africaine pour résoudre le conflit en cours dans l'est de la République démocratique du Congo. Il succède au président angolais Joao Lourenço qui occupait cette fonction jusqu'au mois dernier. Suivons ici les analyses d'un géopolitologue sur l'actualité. Je ne suis pas surpris de cette nomination. Le Togo a déjà démontré de par le passé une certaine diplomatie de la médiation. Le Togo est reconnu, est une référence en termes de médiation des conflits en Afrique. Depuis le président
Yadema, qui est intervenu dans plusieurs conflits en tant que médiateur. Et fort heureusement, ces conflits ont trouvé des issues. On a bien vu du côté du Biafra, quand il s'agit du président Yadema, il est intervenu en Sierra Leone, en Guinée-Bissau. On a vu la médiation, le rôle de médiation joué par le Togo, le président Faure Gnassingbé, dans le cadre du rapprochement de l'AES et de la CEDEAO. Donc, il n'est pas tout à fait surprenant de le voir aujourd'hui être sur un autre front de médiation. Premièrement, son rôle, c'est de servir de canal de communication entre, selon le cas d'espèce, le Rwanda et la RDC avec le M23, donc c'est le service de courroie de transmission des informations. Secondo, c'est de faire des propositions d'accord à ces deux parties et conduire ces deux parties à accepter les propositions que le Togo ferait. C'est de prendre également le parti de chacun des belligérants, que ce soit le Rwanda ou que ce soit la RDC, pour que ces parties se sentent suffisamment confortables pour pouvoir avoir confiance à la médiation togolaise. Et donc c'est un travail énorme qui lui est réservé, puisqu'il y a eu déjà des médiations qui ont échoué, et donc c'est un défi pour le président togolais de restaurer la situation entre la RDC et le Rwanda. Donc le défi est situé là de façon majeure. Maintenant, est-ce qu'il va pouvoir le faire? Est-ce qu'il a les moyens de le faire? Est-ce que les partis sont prêts à accepter cette médiation? Et si les partis sont prêts à accepter la médiation togolaise, est-ce que ces partis sont prêts à accepter les accords qui seront proposés? C'est là que se trouve le grand débat et la grande préoccupation. Et s'il manque de volonté entre les deux parties, le Rwanda et la RDC, de pouvoir mettre fin à ce conflit et de discuter déjà, je pense que la médiation s'annonce très rude pour le Togo, qui pourrait tout de même s'en sortir, puisque le Qatar a déjà entamé une négociation dans ce sens. Il suffit qu'un acteur du milieu africain s'investissent, et puisque le Togo a la référence en cette matière, nous espérons que les résultats seront productifs. Donc il est difficile pour ces acteurs qui dans leur rôle de médiation doivent être complètement impartials, mais ces acteurs ont du mal à être impartial ou ne pourraient pas être autant impartial dans la résolution de cette difficulté parce qu'ils sont pleinement impliqués. Par contre, le Togo est très loin de la région et a quand même la crédibilité en dehors de la référence en cette matière de médiation, a quand même l'art de ramener les parties en conflit à la table. Donc je pense que c'est la volonté, le caractère impartial des acteurs précédents intervenus dans la médiation qui a joué un rôle important, et aussi l'influence des grandes puissances sur les acteurs qui interviennent dans la médiation, le Kenya, également Rwanda, pour parler de l'Angola. Je veux dire que ces deux acteurs sont quand même suffisamment liés par des accords au plan international qui ne peuvent se permettre de travailler les mains complètement déliées. Par contre, le Togo aujourd'hui semble montrer une certaine indépendance. Nous l'avons vu avec la CEDEAO, bien que le Togo a fait partie de la CEDEAO, le Togo n'a pas avancé dans la logique des sanctions qui ont été prises à l'endroit des États qui ont connu des coups d'État. Le Togo a adopté une position plus ou moins équilibrée. Au Sénégal, l'ex-président Macky Sall pourrait bientôt être poursuivi pour haute trahison. Une proposition de résolution en ce sens vient d'être déposée à l'Assemblée nationale par un député du parti au pouvoir, le Patriote africain du Sénégal, pour le travail, l'éthique et la fraternité. Le reportage. À Dakar, le nom de Macky Sall refait les gros titres. Mardi, le député Guy Marius Sagna, membre du parti au pouvoir PASTEF, a officiellement demandé la mise en accusation de l'ancien président devant la Haute Cour de justice pour haute trahison.
Motif évoqué, le rapport de la Cour des comptes qui a révélé plus de 2517 milliards de francs CFA contractés hors des circuits légaux. Le député accuse entre autres l'ancien chef de l'État d'avoir instauré une gestion opaque marquée par des manipulations comptables. Face à cette initiative, la réaction de l'opposition n'a pas tardé. Le groupe Taku Wallu Sénégal dénonce une forfaiture politique et promet de défendre l'honneur de l'ex-président. L'affaire est désormais entre les mains de l'Assemblée nationale. Pour que la procédure soit lancée, elle doit recueillir 99 voix sur 165. Mais avec une majorité écrasante, le PASTEF devrait faire adopter cette demande. À partir du 1er mai, le gouvernement ghanéen interdit aux étrangers l'achat et la commercialisation de l'or issu de l'exploitation artisanale. Une réforme majeure qui vise à reprendre le contrôle sur un secteur stratégique, lutter contre les dérives illégales et renforcer l'économie nationale. Suivant. Premier producteur d'or en Afrique, le Ghana a annoncé qu'à partir du 1er mai, les étrangers ne seront plus autorisés à acheter ou à commercialiser de l'or issu de l'exploitation artisanale du pays. Cette décision émane du Ghana Gold Board, un nouvel organisme public chargé de superviser l'ensemble du commerce de l'or à petite échelle au Ghana. Seule une autorisation émise par le Gold Board permettra d'acheter, de vendre ou d'exporter de l'or extrait par les petits mineurs agréés. Le Gold Board sera également responsable de l'analyse et de la certification de ce métal précieux. Cette réforme vise à mieux encadrer un secteur longtemps marqué par des pratiques illégales, notamment la contrebande et la dégradation de l'environnement. Elle s'inscrit dans une stratégie plus large de renforcement des réserves de change et de stabilisation de la monnaie nationale. La guerre civile qui ravage le Soudan est entrée ce mardi dans sa 3e année sans aucune issue en vue, après avoir fait des dizaines de milliers de morts et plongé dans la famine une partie du pays. Depuis 2 ans, les combats acharnés entre l'armée et les paramilitaires ont laissé ce pays d'Afrique de l'Est profondément déchiré. Le reportage. Depuis le 15 avril 2023, le Soudan est plongé dans une guerre civile dévastatrice. Le conflit oppose l'armée régulière aux forces de soutien rapide, une milice paramilitaire aujourd'hui chassée de Khartoum, mais qui continue d'encercler de larges pans du pays. La situation s'améliore, mais pas assez. Les besoins restent énormes. Alors que certains quartiers de Khartoum s'ouvrent de nouveau, je redoute ce que nous allons découvrir. La ville était l'un des épicentres du conflit et les zones de guerre laissent toujours derrière elles des besoins immenses. Si Khartoum a été libérée, elle reste méconnaissable, entièrement ravagée. Les services publics tournent au ralenti. Les gens ne savent pas ce qui va se passer par la suite. Ils entendent dire que les choses reviennent à la normale, mais ils ont peur. Certains d'entre eux savent ou ont entendu parler des bombes qui n'ont pas explosé et d'autres choses qui les mettent en danger. Ils s'inquiètent pour leurs enfants ou trouver des moyens de subsistance. Je pense que ce sont là certaines des choses qui empêchent les gens de rentrer chez eux. Les services publics sont en train de se mettre en place, mais ils partent de très bas. La ville entière a été dévastée. La violence se poursuit également ailleurs, notamment au Darfour, où plus de 300 civils ont été tués dans une nouvelle flambée de combats ce week-end. Face à la violence et au chaos, plus de 3 millions de personnes ont fui le Soudan, trouvant refuge dans les États voisins comme le Tchad et l'Égypte. Le bras de fer se durcit entre la France et l'Algérie. Emmanuel Macron a décidé d'expulser 12 agents servant dans le réseau consulaire et diplomatique algérien en France et de rappeler pour consultation l'ambassadeur français à Alger, Stéphane Romatet. Cette décision est une réponse aux expulsions de 12 fonctionnaires français du ministère de l'Intérieur le dimanche dernier par Alger. Le reportage. La présidence française a annoncé mardi l'expulsion de 12 agents en service au sein du réseau consulaire et diplomatique algérien en France. Le communiqué de l'Élysée indique également le rappel de l'ambassadeur de France en poste à Alger pour consultation.
Cette décision fait suite à la protestation algérienne concernant la détention d'un agent consulaire algérien soupçonné d'implication dans l'enlèvement d'un opposant politique. Paris a ensuite déclaré que l'Algérie avait expulsé 12 diplomates français. Les relations entre la France et son ancienne colonie ont été longtemps compliquées. La tension s'est accentuée l'année dernière lorsque le président Emmanuel Macron a soutenu la position du Maroc plutôt que celle de l'Algérie concernant le territoire contesté du Sahara occidental. Mais il y a seulement une semaine, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot affirmait que les relations entre les deux pays revenaient à la normale. Le procès dans l'affaire antitrust historique contre le géant des médias sociaux, Meta, s'est ouvert lundi à Washington. Les avocats de l'organisme américain de surveillance de la concurrence et des consommateurs affirment que Meta a illégalement évincé ses rivaux en achetant Instagram et WhatsApp il y a plus de 10 ans. C'est après moi. Aux États-Unis, la Commission fédérale du commerce intente un procès antitrust à l'encontre de Mark Zuckerberg devant un tribunal de Washington. Il s'agit d'une procédure historique qui pourrait contraindre le PDG de Meta à vendre Instagram et WhatsApp. Dans son exposé introductif, Daniel Matheson, avocat de la Commission fédérale du commerce, a déclaré que Meta a acheté Instagram et WhatsApp pour écraser la concurrence et établir un monopole illégal sur le marché des médias sociaux. Ce procès sera le premier grand test de la capacité de cette commission mise sur place par le président Trump à défier les grandes entreprises technologiques. Le procès a été intenté contre Meta, qui s'appelait alors Facebook en 2020, pendant le premier mandat de Trump. Mesdames et messieurs, c'est sur cet élément que prend fin ce journal. Merci pour votre aimable attention. Suivez-nous en continu sur Speedline TV.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.